Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Laurent Beaumont, président de l'association Yes We Canet. Bonsoir. Bonsoir Mina. Alors, vous avez créé cette association, ça fait maintenant 1 an, tout juste l'année dernière en février 2016. On se rappelle des actions menées, ce ramassage de canettes contre des biens qui sont offerts à la population qui est la plus démunie. On verra également toutes ces actions que vous avez menées pendant 1 an. On en parle avec vous tout à l'heure pour un bilan, Laurent Beaumont. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors Pierre, vous vous êtes remonté par ce projet de loi concernant les délais de prescription, notamment un délai en particulier, celui pour la corruption. On y reviendra tout à l'heure Pierre, vous nous direz pourquoi on en parle et tout à l'heure après les titres de ce mardi 21 février. Certains doivent déjà se frotter les mains. En effet, les députés viennent de voter un amendement réduisant le délai de prescription suite aux délits financiers et à tous les détournements de fonds cachés. De quoi choquer au plus haut point, à l'heure où les affaires se multiplient à Mayotte comme ailleurs. Explication en ouverture de votre journal. Depuis bientôt 2 mois, la mairie de Mamoudzou s'est lancée dans une lutte quotidienne contre les vendeurs à la sauvette. Un important dispositif a ainsi vu le jour, mais porte-t-il véritablement ses fruits ? Nous avons tenté de répondre à cette question ce matin. Le point au cours de cette édition. L'Agence régionale pour le livre et la lecture de Mayotte a entamé hier sa seconde session de formation de service civique. 14 volontaires seront ainsi formés durant 10 jours afin d'être envoyés dans les dispensaires de Mayotte et d'y conduire des séances lecture pour les enfants. Reportage. Et on débute cette édition avec ce drôle d'amendement que viennent d'introduire les députés dans le cadre du projet de loi régissant les délais de prescription. Ainsi, en cas d'adoption définitive, le délai de prescription en matière de corruption serait alors de 12 ans. Ainsi, au-delà de ce délai, impossible de poursuivre un élu pour fraude. De quoi en choquer plus d'un, tant au niveau national que local. À ce titre, ce matin, un candidat au législatif a protesté contre cet amendement en s'opposant sur le rond-point Zenamdéré. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vinet. L'information n'a pas ou peu été relayée dans les médias et pourtant elle a de quoi faire réagir. En effet, alors que la loi durcissant tous les délais de prescription pour tous les autres délits et crimes est actuellement étudiée au Parlement, les députés ont voté un amendement pour se blanchir de tous les délits financiers et de tous les détournements de fonds cachés commis il y a plus de 12 ans. De quoi faire réagir Abdou Mohamed, le candidat sans étiquette aux élections législatives. Moi, je me suis toujours indigné vis-à-vis de notre classe politique, mais cette fois-ci, je crois que les choses vont de mal en pire parce que le mardi 14 février dernier, les députés ont voté à l'unanimité et en secret un amendement qui vise à protéger l'ensemble des élus qui seront plus poursuivis pour corruption au bout de 12 ans s'ils ne sont pas pris par la justice. Donc moi je pense que vu les événements qui viennent se passer et en France métropolitaine avec l'affaire Fillon, mais également à Mayotte avec l'affaire de Bouanaïri et Zaïdani, moi je crois que ce n'est pas un bon message pour Mayotte et pour les élus de Mayotte. Le nouvel article 9.1 disposerait que le délai de prescription de l'action publique de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, sans toutefois que le délai de prescription puisse excéder 12 années révolues pour les délits et 30 années révolues pour les crimes, à compter du jour où l'infraction a été commise. De quoi faire craindre que la corruption batte son plein à l'avenir, que ce soit en métropole comme à Mayotte. Comme vous avez remarqué, la semaine dernière, il y a eu une carte qui a été publiée sur les territoires qui sont les plus corrompus en France. Mayotte fait partie des 5 premiers. Donc pour vous dire que la corruption est très grandissante ici, ce qui fait que si cette loi est adoptée comme ça l'est, je crois qu'il y a beaucoup d'élus qui vont passer entre les mailles du filet. Aujourd'hui, les élus sont poursuivis et ils sont aussi corrompus. Donc imaginez demain quand ils sauront qu'ils ne sont plus poursuivis au bout de 12 ans. Ça c'est le champ libre
au vol, au pillage de la classe populaire, alors qu'on sait bien que c'est la classe populaire qui subit les députés ou les élus. Ils sont là que pour eux et ils ne pensent jamais à la classe populaire. Donc moi je suis là aujourd'hui, je représente la classe populaire et je dénonce cet amendement qui a été voté le 14 février dernier à l'Assemblée nationale. Si ce matin Abdou Mohamed était bien seul à s'insurger, dans le reste du pays, plusieurs manifestations ont eu lieu face à cet amendement. Un amendement qui ne risque pas de réconcilier les électeurs avec une classe politique, décidément de plus en plus en décalage avec la population. Alors, un amendement, Pierre, qui fait beaucoup de bruit. On a vu à Mayotte ce candidat qui protestait. On en parle également au niveau national. Vous, clairement, vous êtes remonté également, Pierre. Alors, il fait beaucoup de bruit, pas tant que ça finalement, puisque les médias commencent à en parler. Il est un peu passé en catimini, alors qu'effectivement, on est en pleine affaire Fillon, qu'il y a de plus en plus d'affaires qui sortent, notamment à Mayotte, des mises en examen. On est à l'approche d'élections importantes, on est à l'approche des législatives, des présidentielles, des sénatoriales. Effectivement, on sait qu'il va y avoir... Le procureur, pas plus tard qu'hier, expliquait qu'il allait faire la chasse à tous ceux qui s'amusaient à détourner les fonds publics. Et puis on a ce vote de cet amendement qui entre donc effectivement dans une loi plus globale sur les délais de prescription. La plupart ont été doublés d'ailleurs, ces délais de prescription, en ce qui concerne notamment les crimes. Et puis là, on voit cet amendement apparaître. Alors il faut expliquer une chose dans cet amendement, c'est qu'à partir de maintenant, ce délai de prescription, il ne prend pas effet à partir du moment où les faits ont été commis, mais à partir du moment où ils ont été révélés, c'est-à-dire où une enquête a démarré. Donc 12 ans, on peut se dire... c'est quand même conséquent. Maintenant, pourquoi un délai de prescription pour des affaires de détournement de fonds? Alors, il n'y a pas que les détournements de fonds, il y a abus de biens sociaux, voilà, il y a énormément de choses qui entrent en considération dans cet amendement, mais on ne comprend pas pourquoi, quel est l'intérêt, surtout étant donné le contexte actuel, avec une classe... Est-ce qu'il y a un lien entre les affaires qui sont en ce moment Alors, on ne peut pas dire qu'il y a un lien, en tout cas avec les affaires qui sont en cours. Pourquoi? Parce que la loi ne sera pas rétroactive. Effectivement, par exemple, François Fillon, dans cette affaire, il y a un examen qui remonte, il y a des faits qui remontent à 1986. Donc là, il ne serait plus du tout dans le cadre de cette loi et il y aurait prescription, il ne serait pas inquiété dans le cas où il serait coupable. Maintenant, il n'y a pas rétroactivité sur cette loi. Donc ceux qui sont actuellement mis en examen ne pourront pas bénéficier de ce délai de prescription. Par contre, effectivement, à partir de maintenant, lorsqu'il y aura des enquêtes, il y aura 12 ans pour faire toute la lumière. On sait que parfois ça prend des années et des années. Donc il risque d'y avoir pas mal de personnes qui passent entre les mailles des filets. Quand on voit un peu aujourd'hui la défiance de la population face à la classe politique, on comprend pas. Effectivement, beaucoup sont en train d'expliquer que, encore une fois, c'est une loi qui ne va favoriser que les élus, qui ne va favoriser qu'une classe. Et c'est assez surprenant et rageant surtout parce que aujourd'hui, la population n'a pas besoin de ça, étant donné la situation actuelle. Quand on parle de crise sans cesse, qu'il faut effectivement faire attention aux finances publiques. Et puis là, finalement, on autorise un peu tout avec les finances publiques. Mais là, on le voit, il a été adopté à l'unanimité. À l'unanimité, bien entendu. Alors, à l'Assemblée nationale, on imagine qu'au Sénat, il ne devrait pas trop y avoir de problème non plus. Donc, c'est quand même assez surprenant. Et puis, ce qui est surprenant aussi, c'est que c'est vraiment fait en catimini, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument Surtout que les autres délais, eux, ont littéralement été rallongés. Effectivement, là, en plus, on introduit ces 12 ans. Alors, on change un peu le principe, c'est-à-dire que maintenant, c'est plus à partir du moment où les faits ont été commis, mais à partir du moment où une enquête est ouverte. Mais il n'empêche que pourquoi ce délai de prescription? Pourquoi y aurait-il prescription lorsqu'on détourne des fonds publics? C'est absolument ahurissant. Donc voilà, on va un peu voir qu'est-ce qu'il en est, parce que ça va faire un petit peu du bruit. Pour l'instant, c'était assez plat à ce niveau-là, mais on imagine quand même que ça va faire parler et puis qu'il y aura une réaction. Il y a déjà eu des manifestations. À Mayotte, il était un peu seul ce matin, mais on imagine quand même que ça va faire réagir parce qu'il y a de quoi. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions et revenons à présent sur cette lutte acharnée menée par la mairie de Mamoudzou depuis le début de l'année contre les vendeurs à la sauvette. Ainsi, à grand renfort d'opérations de contrôle et de poursuite des contrevenants, la municipalité du chef-lieu a décidé de s'attaquer sérieusement à ce fléau. En atteste l'annexe de la police municipale située sur la zone du marché, désormais ouverte toute la semaine, ou encore la présence permanente des policiers dans les secteurs concernés. Qu'en est-il un peu plus d'un mois après? Le dispositif mis en place a-t-il réellement porté ses fruits? Je vous propose de faire le point dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet.
Les vendeurs à la sauvette ont la vie dure à Mamoudzou. En effet, ces derniers font actuellement l'objet de mesures visant à les dissuader de continuer leurs activités illégales. Et selon le premier adjoint au maire du chef-lieu, il est clair que les mesures mises en place portent leurs fruits. Tout le monde constate, en tout cas d'après le retour que nous avons de la part de la population, maintenant la place de l'embarcadère, c'est-à-dire la zone du marché, de la barge, etc., est redevenue une place fréquentable, tranquille, propre. Et par conséquent, je pense que le résultat de nos actions est là. Un avis que partage l'un des représentants des commerçants du marché couvert, qui explique que la présence policière change progressivement le visage de cette zone. Oui, ça a donné le fruit aujourd'hui, le vendeur à la sauvette, ça a donné vraiment des fruits. J'espère que ça va continuer toujours. Et là, je vois que les vols s'est diminué un petit peu. On peut circuler avec le portable gentiment. Il n'y a pas de gens qui bousculent les gens, quoi. Tout n'est pas encore réglé et certains commerçants se plaignent toujours de derniers récalcitrants. Néanmoins, Bakar Ali Boto affirme que lorsque volonté politique il y a, les résultats se font forcément sentir. Quand il y a la volonté politique et quand il y a des hommes et des femmes qui croient à ce qu'ils font, il est tout à fait normal que les résultats attendus, en tout cas des résultats positifs, peuvent se manifester. Si les autres pouvoirs publics, notamment l'État, se décidaient de lutter efficacement et complètement contre l'immigration clandestine en général, je pense qu'à Mayotte, ça ne devait pas être un souci majeur, puisque les pouvoirs publics, non seulement ont les moyens, mais aussi ont la chance d'avoir une population qui croit à ces pouvoirs publics, qui croit à l'État et qui ne demande qu'à participer à ces luttes, à ces mouvements. Des luttes qui, selon le premier adjoint au maire, doivent être portées par le gouvernement. En effet, Bakar Ali Boto accuse les responsables nationaux de ne pas agir pour régler les problèmes à Mayotte. Il manque de la volonté politique de la part du gouvernement actuel, mais aussi des gouvernements précédents. Voilà, le problème de Mayotte, en fait, en réalité, ce n'est vraiment pas un problème. C'est un problème d'hommes et de femmes au pouvoir qui souvent ne se soucient pas trop de ces malheurs que nous pouvons vivre. Un discours auquel beaucoup adhèrent, Mayotte étant le plus petit département de France, sa population n'excédant pas certains arrondissements de Paris. Et autre secteur où les policiers étaient particulièrement présents ce matin, aux abords du CHM, le centre hospitalier de Mayotte à Mamoudzou, mais cette fois pour une toute autre opération menée en collaboration avec l'ARS notamment. Celle-ci visait à contrôler les ambulances du département. En effet, 8 sociétés d'ambulanciers opèrent actuellement à Mayotte avec une vingtaine de véhicules en circulation. Le dernier contrôle remontant à 2015, il s'agissait aujourd'hui de vérifier si les ambulances respectaient bien les normes imposées par l'Agence régionale de santé. Loin d'être une opération sanction, l'objectif était aujourd'hui avant tout de faire de la prévention et de rappeler à l'ordre le cas échéant. Écoutons plutôt un ambulancier qui nous parle du déroulement de ces contrôles. L'inspection du travail regarde qu'on va vérifier qu'on est bien déclaré au niveau de la société. L'ARS, ils sont là pour vérifier tout ce qui est équipement embarqué dans l'ambulance, donc tout ce qui est déballé que vous voyez dans les tiroirs qu'il y a là-bas. Ils sont là pour vérifier que tout est bien aux normes et bien propre. Tout est bien avec une date de péremption, parce qu'il y a des produits avec des dates de péremption dedans. Donc c'est pour aussi harmoniser tout ce qui est national, parce qu'au niveau de en métropole aussi, on est contrôlé en général 2-3 fois dans l'année autour des hôpitaux, ça arrive régulièrement. Donc il y a la police aussi nationale qui est là pour arrêter les véhicules et vérifier également tout ce qui est assurance, contrôle technique et tout ce qui est papier habituel qu'on nous demande nous en tant que personnel dans notre véhicule.
Des propos recueillis par Abbas Alidi. On continue maintenant avec le 54e Salon international de l'agriculture qui débutera ce week-end à Paris pour s'achever le 5 mars prochain. Un rendez-vous annuel incontournable dans le monde agricole. Mayotte y participera pour la 5e fois cette année. L'occasion pour les producteurs de l'île au parfum de mettre en avant leur savoir-faire local et ce en dépit des difficultés que connaît la filière agricole sur le département avec notamment les déboires de l'ACAPAM. Reportage Sony Samsedine et Adèle Laurent. Le Salon international de l'agriculture, une vitrine idéale pour démontrer son savoir-faire. À la veille du départ pour la métropole et en pleine fin de préparation, la délégation mahoraise ne manque pas d'ambition pour cet événement mondial. On a réussi à envoyer 1 tonne de produits. Donc comme ce sont des producteurs artisanaux, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente, mais c'est loin de ce qu'on produit habituellement. Donc on y va dans l'espoir aussi de rencontrer des potentiels partenaires en métropole, de développer notre réseau de distribution en métropole. Et on y va fier aussi des produits qu'on apporte à Paris, parce que ce sont des produits élaborés dans un souci de qualité. Pour l'édition 2017, 6 producteurs locaux seront exposés aux côtés de plus de 1000 exposants en provenance de 22 pays du monde entier. Mayotte, qui participera également au Grand Concours agricole de Paris pour conserver sa médaille d'or remportée l'année dernière par la coopérative des agriculteurs de Mayotte, distinguée pour sa confiture de citrouille zeste de Kombava. Des produits élaborés à partir de fruits locaux et de saison. Des produits qui sont originaux dans leurs recettes, justement. Le choix des recettes des adhérents est assez originaux et élaborés à base de produits exotiques, donc qui sont assez peu connus en métropole, justement. Et donc c'est une chance de pouvoir faire découvrir ces nouvelles saveurs, ces nouveaux goûts au public métropolitain. Après une exposition ratée l'année dernière suite à des produits bloqués à la zone internationale de l'aéroport de Paris, cette année la délégation l'assure, elle ne sera pas privée de ses atouts. Même si l'année dernière, c'était pas, on va dire, c'était pas de notre faute à la base, mais cette année on a attaché un soin tout particulier à veiller à ce que ça ne se reproduise pas, que les produits arrivent à temps sur le salon. La 54e édition du Salon international de l'agriculture débute le 25 février prochain à Paris. Lors de sa dernière édition, l'exposition avait attiré près de 611 000 visiteurs. Et voyons maintenant ce qu'il en est du reste de l'actualité de ce mardi 21 février. Je vous en propose un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref. Depuis samedi, 2 pêcheurs âgés de 29 et 34 ans étaient portés disparus en mer. Alertés tardivement par la famille, les autorités ont débuté leur recherche dimanche soir. Hier matin, l'hélicoptère de la gendarmerie a effectué plusieurs tournées dans toute la zone de pêche du département. Mais à la tombée de la nuit, les recherches étaient restées infructueuses. Alors que l'espoir de les retrouver commençait à faiblir, les 2 hommes sont finalement rentrés cette nuit vers 2h30. En effet, ils ont été victimes d'une panne de moteur causée par les fortes pluies. Les 2 pêcheurs ont dérivé en direction de Madagascar en attendant de pouvoir réparer leur carburateur. Plus de peur que de mal donc, et tout est bien qui finit bien. Néanmoins, hier, le président des pêcheurs de Petite Terre remettait en question le manque d'application des règles de sécurité imposées par les autorités. Des règles qui, lorsqu'elles ne sont pas respectées, peuvent conduire à des drames. Nouveau conflit en préparation au port de Longoni, mais au sein d'une même société cette fois. En effet, le 14 février dernier, les salariés du délégataire Mayotte Channel Gateway ont adressé un préavis de grève à leur employeur Idanel. Les syndicats FO, CGT et CFE-CGC souhaitent ainsi discuter de l'application pure et simple de l'annexe 14 de la DSP, de l'application pure et simple de la grille Convention collective nationale unifiée ou encore des horaires de travail. La plateforme revendicative est large et les revendications datent pour la plupart d'un premier mouvement qui avait eu cours en janvier 2014. Les salariés précisent ainsi, je cite, « Le personnel de MCG vous informe que faute de réponse de votre part, dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception, un mouvement de grève illimité sera déclenché par le personnel de MCG dans le port. » La menace d'un nouveau blocage à Longoni est donc brandie, d'autant que les salariés de la Smart pourraient suivre le mouvement, afin de demander des comptes à Idanel. À la fin du mois de septembre 2016,
La triple sauteuse mahoraise Janine Hassani Issouf était de retour sur ses terres après sa participation aux Jeux Olympiques de Rio. Championne de France de sa discipline, elle avait reçu un accueil à la hauteur de ses performances. Des performances toujours aussi élevées, puisque dimanche dernier elle a de nouveau conquis l'or à l'occasion des championnats de France en salle qui se sont tenus à Bordeaux. Place maintenant au championnat d'Europe en salle, car si avec son saut à 13,92 m, elle est encore loin du record du monde en salle détenu par Tatiana Lebedeva avec 15,36 m, l'athlète d'origine mahoraise possède néanmoins une carte à jouer. En effet, à 24 ans, Janine Hassani Issouf a l'occasion de briller à l'échelle internationale, dans une discipline qui laisse toujours la place aux surprises. Et à noter que face à la situation au port de Longoni, une délégation de conciliation sera présente à Mayotte du 23 février au 2 mars prochain. À cette occasion, une rencontre avec le syndicat CGT sera à l'ordre du jour. Et on termine maintenant avec ce beau projet mené pour la deuxième année consécutive par l'Agence régionale pour le livre et la lecture. Créée en février 2015, celle-ci a pour but d'accompagner les professionnels du livre de Mayotte dans les projets relevant de la lecture publique, de l'économie du livre et de l'animation de la vie littéraire locale. En mai 2016, l'ARLL a démarré un projet de formation de service civique afin d'animer des ateliers lecture dans les dispensaires de Mayotte en partenariat avec la DAF ou encore la DGSSS. La deuxième session de formation des nouveaux services civiques a débuté hier à la bibliothèque de Passamenti. Nous sommes allés à leur rencontre ce matin, un reportage Adèle Laurent. Ce matin, à la bibliothèque de Passamenti, il y avait des livres de toutes formes, remplis de couleurs et d'histoires différentes. Les 14 volontaires en service civique, dont la formation a débuté hier, ont en effet analysé la littérature jeunesse avec Clotilde Lambert, la directrice de l'Agence régionale pour le livre et la lecture de Mayotte. Elle nous explique la genèse de ce projet d'animation lecture dans les dispensaires. On fait le constat qu'à Mayotte, c'est pas toujours évident, que les gens ont un peu de mal à pousser les portes des bibliothèques, alors on les encourage beaucoup à faire ce qu'on appelle du hors les murs, des bibliothèques de rue, ce genre de choses. Les salles d'attente des dispensaires, ça nous a semblé une bonne idée parce que c'est des endroits où il y a généralement beaucoup de monde qui attendent relativement longtemps. Donc ça nous a semblé intéressant de pouvoir proposer des espaces de lecture dans ces moments-là. Donc l'idée de cette formation, c'est quand même de leur donner un socle commun de compétences à tous pour qu'ils aient un peu des outils une fois qu'ils arrivent en dispensaire, qu'ils sachent un petit peu déjà raconter une histoire, techniquement comment on tient un livre, comment on met l'intonation, etc. Et puis le sens aussi de ce qu'ils font. Pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires aux enfants? Pourquoi est-ce que c'est important? Et les futurs services civiques sont motivés à communiquer leur goût pour la lecture aux enfants, comme c'est le cas pour ces deux volontaires qui iront à l'issue de leurs 10 jours de formation au dispensaire de Mramadoudou, animer des lectures en duo durant 8 mois. Il y a des techniques en fait. Comment faire pour attirer le regard des enfants sans que pour autant ils soient à droite à gauche ou qu'on les perd. Il y a une manière de faire et cela je ne le savais pas. Mais voilà, on les a découverts ici et on les mettra en pratique bientôt. J'aime bien le contact avec les enfants, le milieu social. Ça va aussi m'apporter beaucoup d'expérience professionnelle parce que j'aimerais pour plus tard être éducatrice des jeunes enfants. Et après, on n'a jamais fini d'apprendre et tant mieux si on peut le faire dès le plus jeune âge. Et durant leur service civique, les volontaires seront sous tutorat. C'est notamment Frahati Mohamed, ancienne service civique, désormais animatrice à l'ARLL, qui assurera le poste de tutrice. Elle nous fait part de son expérience en dispensaire. Pour moi, à Mramadoudou, c'était vraiment une belle expérience. Les enfants aimaient beaucoup. On avait certains enfants qui n'étaient pas du tout malades et qui venaient quand même tous les jours nous voir dans les dispensaires pour découvrir les histoires qu'on racontait, les différents jeux qu'on avait dans les dispensaires. Certaines mamans même demandaient écouter les histoires qui peut-être allaient raconter à leurs enfants ou sinon si l'histoire leur plaisait, nous demandaient où est-ce qu'ils pouvaient avoir le livre comme ça pour pouvoir lire plus à la maison avec les enfants. Et ce qu'on peut dire, c'est que la littérature jeunesse est riche. Elle peut servir de levier à l'imagination de l'enfant, mais peut également constituer un outil pour le rassurer. Durant leur formation, les services civiques aborderont les grands thèmes qui traversent ce style littéraire, comme le jeu, le sens de la vie, la question des origines, de la mort ou encore des peurs.
La peur du noir, la peur de l'abandon, la peur des monstres. Comment les livres finalement abordent ces questions-là, comment les auteurs arrivent à les rassurer, arrivent à leur permettre de mettre ces peurs-là à distance en jouant avec les figures qui font peur. On va rendre un loup ridicule, on va identifier les bruits qui font peur dans la nuit pour plus que ça fasse peur. Voilà. Et puis après, on a d'autres thèmes qui sont plus liés aux grandes joies, aux grandes peines, comment on dit l'amour à travers un livre, comment on dit l'amitié, comment on dit la colère aussi. Ça met en image un petit peu ces émotions, ces sensations, et puis ça nous permet peut-être de les comprendre un petit peu mieux. Et puis l'enfant aussi de mieux savoir comment y faire face, quoi. À l'issue de la formation, les volontaires animeront une séance de lecture d'histoire pour les enfants. Pour les intéressés, rendez-vous le mercredi 1er mars à 15h à la bouquinerie de Passamenti. Et on continue à parler de toutes ces belles initiatives menées sur le département avec mon invité Laurent Beaumont qui est président de l'association Yes Weekend. On l'a vu tout à l'heure, l'association a été créée, ça fait maintenant 1 an, en février dernier, 2016. Aujourd'hui, qu'en est-il 1 an après ? Eh bien, si on pouvait dire que l'association est un bébé, c'est un beau bébé qui se porte très très bien. Pourquoi ? Parce que les habitants de Mayotte ont adopté ce bébé avec plaisir. Et les choses sont plutôt très bien orientées, avec un bilan somme toute positif. 150 000 canettes environ collectées par les habitants. Et puis, tout d'abord, un formidable collectif de bénévoles qui s'est mobilisé tout au long de l'année pour faire vivre ce collectif, cette structure. 2 services civiques qui se sont joints à nous tous pour là aussi donner un nouvel élan. Donc plein de bonnes choses qui se sont passées durant 2016 et qui augurent d'une belle activité en 2017. Alors des projets, vous en avez plein, avec notamment celui qu'on appelle les cartables du cœur. Qu'en est-il ? Quel est ce projet et aujourd'hui, où en est-il ? Alors, les cartables du cœur ont eu lieu au mois d'août dernier, juste avant la rentrée. L'ambition, c'était quoi ? C'était de ne pas que remplir des estomacs, mais aussi de remplir les esprits. Et pour cela, nous souhaitions que les enfants, tous les enfants disposent d'un cartable et de fournitures scolaires pour pouvoir faire finalement une rentrée comme tout le monde. Donc ça, c'était l'ambition qui avait été posée. À l'époque, plus de 60 cartables avaient été collectés. En plus, c'était aussi esprit du développement durable, puisque c'était des cartables pour certains qui étaient d'occasion, tous en tout cas en bon état, mais le fait est de devoir accompagner les enfants pour cette rentrée. Alors justement, des aides, vous en avez reçues depuis, pas que de Mayotte. En effet, l'initiative a plu, même en Bretagne, puisque une commune, Saint-Christophe-du-Bois, pour ne pas la nommer, a voulu répondre de son côté en mobilisant son conseil municipal des jeunes qui a récolté plusieurs dizaines de cartables et nous les a envoyés à leurs frais pour nous soutenir. Alors quelle est la prochaine action citoyenne qui sera menée par Yes Weekend ? Alors, une dernière précision, c'est que les cartables du cœur, nous avons en plus le plaisir d'avoir une marraine spéciale, un marrainage, une marraine vraiment adorable, Miss Mayotte, et donc on s'en félicite. Et puis des projets, nous n'en manquons pas, puisque nous souhaiterions développer une filière artisanale autour de la question des déchets. Ne pourrait-il pas être utilisé comme un matériau pour de l'artisanat, pour permettre à des artisans de mettre en œuvre des créations vraiment très originales autour de la canette, mais pas que. Tous les déchets finalement sont éligibles pour devenir finalement une source d'inspiration. Faire du ramassage utile, dira-t-on. Exactement, c'est-à-dire les déchets aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils deviennent ? On peut se poser cette question, mais en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est y apporter une vraie valeur ajoutée et permettre que ça devienne un matériau qui reste dans les cœurs et pas seulement qui rejoigne les poubelles. Merci beaucoup Laurent Beaumont. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Yes Weekend. Merci à vous. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infopoésie.fr sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec en plateau à 7h Ibrahim Bouanaïri, candidat aux législatives investi par l'OMDM. À 7h30, ce sera au tour d'Azad qui est directeur administratif et financier à Balou pour faire le point sur cette grève. Bonne soirée à vous sur KTV et je vous retrouve demain soir.